Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a un nouvel épisode du programme direct et les dernières actualités sur la scène internationale et régionale et avec plusieurs dossiers intéressants qu'on va aborder ce soir avec différents écrivains et experts politiques et experts d'analyse politique. Et on commence avec, ce soir avec les activités présidentielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le ministre des Finances Ahmed Kouchouk. Le chef de l'État a passé en revue les caractéristiques et les détails du deuxième programme d'incitation fiscale intitulé « Soutien et encouragement du respect des obligations fiscales ». Le président el-Sisi inaugure le 4e salon international des industries de défense EDEX 2025 au Centre international de conférences d'El Manara et au Centre international des expositions d'Égypte au Nouveau-Caire. Le président el-Sisi adresse ses plus sincères félicitations à l'équipe égyptienne de karaté, athlètes seniors et para-athlètes, pour leur performance historique en plaçant l'Égypte en tête du classement général mondial des championnats du monde de karaté récemment accueillis par l'Égypte. Le président el-Sisi accueille une délégation d'experts éducatifs japonais en présence du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Mohamed Abdel Latif. Le président el-Sisi examine plusieurs dossiers relatifs aux activités du ministère de l'Éducation, notamment la mise en œuvre de l'enseignement, de la programmation de l'intelligence artificielle dans le programme de première année du cycle secondaire à partir de l'année scolaire 2025-2026. Et avec une des actualités maintenant et la crise dans la bande de Gaza où le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a affirmé que près de 42 000 personnes à Gaza souffrent de blessures qui changent leur vie à cause de la guerre. Un blessé sur 4 est un enfant. Il a ajouté que face à cette catastrophe humaine, la situation des blessés est désespérée. Près de 42 000 personnes à Gaza souffrent de blessures qui changent leur vie à cause de la guerre. Un blessé sur 4 est un enfant, a affirmé le commissaire général de l'UNRWA. Gaza abrite désormais le plus grand groupe d'enfants amputés de l'histoire moderne, a affirmé vendredi 5 décembre le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, sur son compte X. Partageant les données de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Lazzarini a souligné que près de 42 000 personnes à Gaza souffrent de blessures qui changent leur vie à cause de la guerre. Un blessé sur 4 est un enfant. Face à cette catastrophe humaine, ajoute-t-il, la situation des blessés est désespérée. Avec l'effondrement du système médical pendant la guerre, les personnes gravement blessées luttent pour obtenir le traitement et la réadaptation dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie. Malgré ces défis immenses, les équipes de l'UNRWA travaillent sans relâche en collaboration avec l'OMS et d'autres partenaires pour garantir que ces victimes ne soient pas abandonnées. Depuis le début du conflit, précise Lazzarini, l'agence a fourni un soutien psychosocial essentiel à plus de 30 000 personnes handicapées. De plus de 8 000 d'entre elles ont reçu des appareils d'assistance et des services de réadaptation cruciaux pour leur permettre de retrouver une autonomie.
Philippe Lazzarini conclut en soulignant l'engagement continu de l'UNRWA à travers la région, œuvrant chaque jour pour faire la différence sur le terrain. Et avec nous en ligne, l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint. Alors, on a le docteur Assam Abdel Fattah, analyste professeur de l'analyse du discours politique. Bonsoir, docteur Assam. Oui, bonsoir. Docteur Assam, on a parlé actuellement dans ce reportage sur la crise des blessés à Gaza qui ont arrivé à 42 000 personnes à cause de la guerre et l'agression israélienne sur la bande de Gaza, dont la plupart sont des enfants. Et c'est ça qu'a affirmé le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Alors, comment tu vois l'ampleur de cette catastrophe? En fait, cette ampleur, tous les efforts internationaux n'arrivent pas à mettre fin à ces massacres et aussi certainement à la croissance et l'augmentation du nombre des victimes. Et je me rappelle très bien que s'il y avait une envoyée, en effet, la représentante des droits de l'homme à l'Union européenne, qui est venue, en fait, qui a fait une visite à Gaza et aussi au Liban et au Soudan, et elle a constaté vraiment que les atrocités commises ici par les Israéliens contre les Gazaouis, et jusqu'à maintenant, il y a des déplacés, il y a beaucoup de victimes, et jusqu'à maintenant, il y a le flux d'aide alimentaire, sont vraiment très, très étroits, sont très fragiles. Et ça, tout ça montre, en fait, la crise de Gaza montre la fragilité complète des instances internationales vis-à-vis de ce phénomène. Et malgré, on sait très bien que Trump a lancé son plan, et jusqu'à maintenant que les Israéliens continuent aussi leurs opérations, mais de manière peut-être un peu différente. Mais nous sommes devant le même drame, la même tragédie des victimes entre les civils. Et sous prétexte, par exemple, qu'il y a un membre de Hamas parmi les civils. Mais je vois que tous les pays du monde, l'Europe à titre d'exemple, et aussi les Nations Unies, la Cour pénale internationale, toutes les instances, en fait, sont complètement incapables de mettre fin à cette crise. Oui. Et ça, il ne faut pas oublier, en fait, que la situation actuelle, c'est le résultat de tout un système juridique après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a simplement les États les plus puissants qui tiennent la ficelle. On le sait très bien et actuellement, parfois, en fait, on doit mettre en doute les rapports entre Netanyahou et les États-Unis. Les États-Unis, malgré le plan de Trump, alors devant ce qui se passe et devant les prétextes avancés par Israël, le gouvernement israélien, les États-Unis ne font rien du tout. Et puis il y a simplement des promesses tenues par Trump et aussi des efforts, les efforts des pays arabes, l'Égypte, l'Arabie saoudite, et la pression exercée à tous les niveaux. Mais enfin, la crise humanitaire reste toujours là et que la situation est complètement close. Et on n'arrive pas vraiment à sortir de cette impasse. Oui. Docteur Assam, oui, aussi tu as parlé de Benjamin Netanyahou qui a aussi parlé de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu qui a été parrainé par les États-Unis et il dit qu'il n'est pas encore prêt à traverser pour la deuxième phase. Et ça, c'est la fait. En fait, la fois dernière, l'a fait il y a un an à peu près. C'est la même chose. Oui. On a dressé un plan, et après un plan à plusieurs phases, et juste après la fin de la troisième phase, parce que l'échange d'otages contre les prisonniers israéliens, palestiniens, et puis tout d'un coup, le plan a été voué à l'échec. Mais encore une fois, c'est la même chose. On s'attend à tout ça, c'est-à-dire que ce n'est pas très étonnant. Je ne suis pas surpris en fait de la situation de Netanyahou, étant donné qu'il veut justement, je suis certain, il veut le retour des otages israéliens. C'est simplement pour calmer la situation interne en Israël.
Oui. L'opinion publique certainement est élevée contre lui. Il veut justement récupérer tous les otages. Mais vous savez, c'est une question... il veut aussi sortir d'une autre crise qui l'entoure. La crise dans laquelle, en fait, lui, il est tombé, c'est un... Comme on le sait, c'est un bourbier, le bourbier judiciaire. Docteur Il est Assam, maintenant... oui. Excusez-moi que je vous interrompe. Netanyahou a dit qu'il veut restituer encore le dernier corps d'otage retenu à Gaza, celui de l'Israélien Ran Rivili. Oui. Alors c'est le prétexte de Netanyahou de restituer le dernier corps d'otage. Oui, mais il faut pas oublier maintenant, c'est que il veut justement sortir d'un grand bourbier. C'est le bourbier judiciaire, étant donné que lui, il est inculpé devant la Cour et la Cour pénale interne, c'est-à-dire de son pays, devant la justice de son pays, à tel point que ici, actuellement, il demande une grâce, et en même temps, il veut, justement, sous quel prétexte il demande la grâce? Il dit, maintenant, actuellement, Israël a besoin de moi pour aller jusqu'au bout dans les opérations israéliennes, et il veut sortir de cette crise comme un gagnant. Oui. Non seulement c'est après le retour des otages, mais aussi pour prouver que Israël maintenant, c'est que met la main sur Gaza, sur la Cisjordanie. Oui. D'abord, la colonisation continue, le nombre de colonies israéliennes continue, et ça, on doit mettre ça sur le compte de la victoire de Netanyahou. Oui, il veut montrer à tout le monde qu'Israël, maintenant, ici, la superficie de la terre d'Israël s'est agrandie grâce à lui. Il veut prouver à tout le monde, aux Israéliens, à l'opinion publique. Et on le sait très bien, la situation de la droite, l'extrême droite aussi du gouvernement. Il veut qu'il continue et que jusqu'à maintenant, les colons israéliens ne veulent pas renoncer à leur colonisation des terres. Mais toujours, on a toujours des affrontements maintenant dans la Cisjordanie qui visent les soldats et les Palestiniens entre les forces d'occupation israéliennes et les Palestiniens dans la Cisjordanie et aussi dans la bande de Gaza. Il y a démolition des bâtiments à Khan Younis, il y a des véhicules militaires qui est dans les zones situées à l'est de Khan Younis. Je crois que Netanyahou fait beaucoup parce qu'il s'est exercé à des pressions à cause de son procès de corruption. Et il veut, quand on dit... Vous savez très bien que Netanyahou est complètement indifférent justement à toute pression. Comme tu as dit, Dr Assam, devenir un héros dans cette, il veut sortir gagnant, cette guerre et pour gagner du temps. Parce que la droite, c'est ça, c'est la droite qui gouverne Israël. Et maintenant... Netanyahou, aux yeux de cette droite, c'est un héros. Oui. Bien sûr. Alors que... Mais croyez-moi aussi que c'est-à-dire que même les Israéliens de gauche, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aussi les laïcs quand même, vous savez qu'au fond d'eux-mêmes, ils croient en fait ils croient à leur Bible. Ils veulent justement, c'est la terre d'Israël. Ils croient, malgré vraiment ils font semblant d'être ici laïcs et aussi dépendre. À titre d'exemple, quelles étaient les réactions, par exemple, aux victimes palestiniennes? Rien, hein? Et lorsque même les Israéliens, les Arabes israéliens, à titre d'exemple, lorsqu'ils organisent des manifestations, par exemple, contre les Palestiniens après le 7 octobre, vous savez qu'ils ont été interdits complètement de faire des manifestations. Et maintenant, c'est que ici, les civils israéliens n'ont jamais manifesté contre le gouvernement pour respecter l'égalité entre les citoyens israéliens et aussi les citoyens palestiniens israéliens qui vivent avec eux. Oui, toujours c'est ça, c'est-à-dire que il faut toujours mettre en doute l'attitude de tous les Israéliens. Je ne fais pas de différence entre les laïcs et aussi l'extrême droite. Exactement. Docteur Assam, lors de la session de la conférence des responsables des affaires palestiniennes tenue au siège de la Ligue arabe, le représentant du département palestinien au ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Égypte affirme sa volonté de poursuivre la coordination et les consultations avec les médiateurs et les parties concernées afin de consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de progresser vers la deuxième phase de l'accord.
Alors comment vous voyez le rôle important de l'Égypte comme médiateur pour finir ou régler cette crise? Je vois qu'enfin l'Égypte fait de son mieux, et comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite fait de son mieux. Et je pense qu'il est temps maintenant de remettre en cause les efforts diplomatiques, parce que vous savez qu'on ne pourra rien faire. On ne peut rien faire à moins que continuer toujours les efforts diplomatiques. C'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Surtout que les passages... Mais quel que soit le résultat, moi je l'appelle ça, c'est-à-dire qu'en termes juridiques, c'est une obligation de moyens, c'est pas une obligation de but. Le fait d'atteindre le but, c'est quand même, vous savez, ça dépend justement de la situation internationale et aussi de tous les efforts des pays du monde. Actuellement, c'est les nouvelles générations aux États-Unis, en Europe. Maintenant, c'est le plus important à mon avis. Ils se sont rendus compte de la vérité, des biens fondés, des droits des Palestiniens. Ils ont commencé à relire l'histoire pour comprendre que Palestine est un pays occupé et l'occupant c'est Israël. Mais voilà, l'Égypte, tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est de s'engager dans la diplomatie. Il n'y a pas d'autre issue. Je crois que cette agression israélienne a montré à beaucoup des gens au monde, la communauté internationale, à savoir la cause palestinienne, à savoir plus les droits du peuple palestinien. Il y a beaucoup de gens qui ignoraient que les Palestiniens avaient des droits dans leurs terres et ont commencé à savoir l'histoire palestinienne. C'est un des profits, on dit, pas des profits de l'agression de ce qui s'est passé à Gaza ces dernières années. Oui, bien sûr, même aux États-Unis. Oui. Même aux États-Unis, je suis complètement d'accord. Mais c'est ça le problème. Mais maintenant, si vous voyez, c'est que... Est-ce que ça a donné plus de pression sur Israël l'opinion publique, bien sûr. L'opinion publique internationale. Absolument, ça a un effet. Alors donc, je pense que ça va changer la donne. C'est-à-dire que avec le temps, on verra justement il y aura un changement. Mais pas, c'est-à-dire à l'époque de Trump. Maintenant, c'est que tout le monde était obnubilé complètement par ici le média, le lobby israélien. Mais maintenant, je pense quand même, ils ont commencé à se réveiller un petit peu, à comprendre la situation. Et voilà, on trouve parfois des pays comme européens, même l'Espagne, à titre d'exemple. Et écoutez, parfois, ils recourent au boycott dans un certain nombre de rapports avec Israël, dans certains domaines, parce qu'ils se sont rendus compte complètement de cette injustice qui règne. Et aussi, les victimes, le nombre de victimes palestiniennes, ça dépasse vraiment l'imagination. Hein. Oui, on espère qu'il y aura une solution où l'accord parrainé par les États-Unis peut arriver enfin à un règlement de cette catastrophe humanitaire, surtout alors que les milliers de Palestiniens maintenant sans abri pendant cette période hivernale. Et on va passer à un autre sujet. Docteur Assam, si vous pouvez rester avec nous, un sujet important, que la crise au Soudan et les massacres perpétrés à El Fasher par les militaires, les milices des forces de soutien rapide. Vous pouvez nous rester, on va aussi avoir un reportage sur la guerre au Soudan, qui est déclenchée en avril 2023, qui a entraîné l'une des pires vagues de destruction de l'histoire contemporaine du pays, frappant musées, universités et sites archéologiques. Sarah Al-Maghrabi et les détails. Près de 100 000 pièces archéologiques auraient déjà disparu. Un chiffre provisoire qui pourrait s'avérer bien plus élevé, ont alerté archéologues et professeurs des universités soudanaises lors du 28e congrès de l'Union générale des archéologues arabes, tenu fin novembre au Caire. Au cœur des combats opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide depuis plus de 2 ans et demi,
des institutions parmi les plus importantes de la mémoire nationale ont été incendiées, pillées ou totalement détruites, selon un professeur d'archéologie à l'université de Khartoum. Il a ajouté que la guerre de 2023 a porté l'un des coups les plus violents jamais infligés au patrimoine culturel soudanais. Il évoque la disparition de collections uniques, de manuscrits, de statues royales et de documents coloniaux ou post-indépendance emportés par des groupes armés ou détruits sous les bombardements. L'UNESCO, qui a multiplié les missions au Soudan, parle d'une perte majeure pour le patrimoine de l'humanité. L'organisation souligne que faute d'informations fiables, pendant plus d'1 an et demi, sur la situation du pays, l'ampleur des dommages n'a pu être pleinement établie. Sur la base des données finalement recueillies, elle estime que plus de 4000 pièces auraient été pillées du musée national de Khartoum à lui seul. Pour de nombreux spécialistes, l'attaque contre le patrimoine soudanais est une attaque contre sa mémoire, son identité et sa trace historique. Les dégâts constatés sur les pièces et les édifices concernent au moins 20 autres musées, parmi lesquels le musée ethnographique de Khartoum, créé en 1956, le musée de la maison du califat à Omdurman, celui de Niala au sud Darfour, l'un des principaux musées régionaux, ainsi que le musée du sultan Bahreddin au Darfour occidental. Aujourd'hui responsable des antiquités dans l'État du Nord, un professeur d'archéologie de l'université de Khartoum souligne que cette région est la seule à n'avoir pas subi de destruction massive, contrairement à d'autres villes comme El Fasher, où le musée local du sultan Ali Dinar a très probablement été rasé à la suite des attaques massives de ces derniers jours et ses collections ont été entièrement saccagées. Outre les musées, la guerre a frappé en plein cœur la recherche scientifique. La bibliothèque centrale de l'université de Khartoum, l'une des plus anciennes d'Afrique, a été détruite. Des archives entières, des travaux de chercheurs, de manuscrits rares et des documents historiques sont aujourd'hui réduits en cendres. La destruction du département d'archéologie de la même université où étaient conservées des collections pédagogiques uniques marque une perte qui fera régresser la recherche soudanaise de plusieurs générations, selon les enseignants. La maison des archives nationales où étaient stockés les documents administratifs, diplomatiques et historiques du Soudan moderne a également subi des dommages considérables. L'UNESCO a lancé une mission d'urgence et un plan d'intervention de 2 ans pour documenter, protéger et tenter de récupérer les pièces pillées. Voilà, c'était un reportage sur la crise au Soudan et les massacres et les démolitions et destructions du patrimoine culturel. Alors, docteur Assam, pouvez-vous nous expliquer comment la guerre au Soudan, déclenchée en avril 2023, a conduit à une telle destruction du patrimoine culturel? Ce n'est pas juste le massacre qui se perpétrait par les milices, mais aussi ça arrive au patrimoine culturel. Et qu'est-ce que vous attendez de cette arriération mentale ici qui règne au Soudan? Ça, c'est un conflit de pouvoir. Oui. Et puis, je pense que cette crise est la plus scandaleuse, peut-être plus scandaleuse que la crise palestinienne, étant donné qu'actuellement les belligérants sont des Soudanais. Et quels Soudanais? Ça veut dire que d'abord, nous avons de l'armée et nous avons ici le force rapide, le soutien rapide de qui? De Hamdan, comment j'ai oublié son nom. Mais là, vraiment, est-ce que, enfin, personnellement, je vois, et Hamdan, lui, il faisait partie de l'armée soudanaise. Puis après, il y a eu une dissidence, et actuellement, qu'est-ce que vous attendez? Ou, maintenant, c'est que, ici, c'est que l'instance la plus puissante, enfin, l'instance la plus légitime, oui, c'est le peuple soudanais. Où est le peuple soudanais? Il est complètement effacé. Nous sommes en face d'un conflit autour du pouvoir. Ce n'est pas un conflit pour l'intérêt public ou l'intérêt du Soudanais. Un massacre qui continue, on le sait. D'abord, il y a eu à un moment donné des élections démocratiques et civiles. Puis tout d'un coup, on a vu certainement un coup d'État, et puis l'armée, donc une figure de l'armée s'est posé comme dissident,
Pourquoi? Parce que c'est un conflit de pouvoir toujours. Et puis, il a constitué sa force, qui s'appelle force de soutien rapide. Et le pire également, le pire, vraiment, c'est que cette force, en fait, qui est considérée comme illégitime, Oui. reçoit des assistances, des protections et aussi des équipements militaires et aussi d'un pays arabe. Les aides des forces internationales. Pardon? Il reçoit des aides des pays... Des pays arabes. Oui. Des pays arabes. C'est-à-dire que, enfin, quel que soit vraiment, je sais très bien que, enfin, ces pays arabes, en fait, a nié complètement, mais il y a des preuves, en fait, présentées sur le plan international. Il y a des preuves. Oui. Alors, et maintenant, et je pense que si c'est que la représentante de la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne elle a exhorté les pays arabes, tous les pays arabes, justement, à arrêter quoi? C'est leur assistance envoyée à la force de soutien. Mais ça, c'est catastrophique. Et ça va continuer. Regardez, il y a plus de 400 000 ici victimes, certainement, et 12 millions de déplacés au Soudan. 12 millions. Et les forces belligérantes, en fait, font peu de cas, justement, des civils. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est scandaleux, ce qu'on voit. Ça, c'est entre les Soudanais et les Arabes. Vous savez que la région de Darfour, et puis lorsqu'une force, par exemple, s'empare d'une région, alors cette force, qu'est-ce qu'elle fait? Elle massacre la population, les Soudanais. Alors, ça va continuer. C'est des massacres, et alors, des dizaines de civils, dont des enfants, ont été tués dans des frappes de drones attribuées aux forces de soutien rapide sur une ville du Soudan contrôlée par l'armée, dans la région de Kordofan, où se contrôlent les combats. Les 3 frappes ont touché jeudi une école maternelle et un hôpital, qui ont 79 morts. C'est une catastrophe humanitaire aussi qui a besoin de plus de focus ou des gens jettent la lumière sur cette... Ça va empirer. Oui. Ça va empirer, c'est-à-dire que, enfin, vous savez, ça va empirer. Il y a beaucoup de... certainement, il y a des pays qui profitent de ce conflit parce que on sait très bien que Darfour, c'est la région de l'or. La région de l'or et du pétrole. Bien sûr, et puis, bien sûr, c'est une guerre sur les ressources du Soudan. Oui, bien sûr. Oui. Et peut-être il y a aussi au niveau international, il y en a d'autres pays qui ne sont pas pays arabes, bien sûr, qui ont des rapports avec Hamdan Daglo. Mais quand même, docteur Assam, l'armée, c'est l'armée nationale soudanaise, alors que la communauté internationale doit soutenir cette armée légitime du gouvernement légitime. Et on a vu le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les actes terroristes des forces de soutien rapide. Écoutez, les deux, quand même, les deux, en fait, c'est un conflit sur la légitimité. Et chacune des deux parties, en fait, prétend être légitime. C'est-à-dire sur le plan de droit international, parce que ça s'appelle l'armée. Oui. Mais écoutez, quand même, il y a aussi une partie de la population qui soutient les forces rapides, le soutien rapide. Mais, enfin, vous savez que quand il y a un conflit entre deux forces, et au détriment de la population civile, oui. Il n'y a aucun lieu de parler d'intérêt public. C'est une question de conflit de pouvoir. Voilà, ça c'est le résultat. Mais c'est pour ça que je l'appelle ça arriération mentale. Oui. Conflit au pouvoir, mais même ils peuvent soutenir la légitimité du gouvernement soudanais. À quoi ça sert la légitimité? Des dissidents, des dissidents, même s'ils étaient avant avec l'armée ou dans une partie de l'armée soudanaise, mais comme dissidents. Et mais l'armée aussi tue des massacres. Mais l'armée tue des civils aussi. Oui. L'armée aussi massacre des civils. Oui. Quand il y a une guerre comme ça, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent complètement des civils. Exactement ce qu'on voit, c'est une catastrophe qui doit être arrêtée ou arrêter la livraison des armes aux milices des soutiens rapides et faire une sorte de blocus sur ces milices.
Oui. Docteur Essam, merci bien d'être avec nous pour ton intervention et tes explications qui nous a tous enrichis pour savoir plus des éclaircissements sur les dossiers régionaux et internationaux. Merci bien, docteur Essam. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va continuer pour un autre dossier concernant le Liban cette fois-ci, qui est un sujet important et où le président libanais Joseph Aoun a demandé vendredi à une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui était en visite dans le pays à faire pression sur Israël pour qu'il respecte le cessez-le-feu avec le Hezbollah. Ce dernier, entré en vigueur il y a un an après une guerre meurtrière, reste très fragile avec l'intensification de frappes aériennes israéliennes contre des cibles du Hezbollah accusées de se réarmer. Voici les détails. Selon un communiqué de la présidence libanaise, le président Joseph Aoun a insisté sur la nécessité de faire pression sur la partie israélienne pour mettre en œuvre le cessez-le-feu et son retrait du sud du Liban, où Israël maintient une présence dans 5 positions à la frontière entre les deux pays. Il a aussi souligné l'engagement de la partie libanaise à appliquer les résolutions internationales et a appelé à soutenir l'armée libanaise dans sa mission de désarmement du Hezbollah. Le cessez-le-feu avec le Hezbollah entré en vigueur il y a un an, après une guerre meurtrière, reste très fragile avec l'intensification de frappes aériennes et israéliennes contre des cibles du Hezbollah accusées de se réarmer. La délégation des 15 diplomates onusiens était à Beyrouth après avoir visité Damas pour apporter son soutien aux autorités de transition syriennes. Elle a rencontré plusieurs responsables libanais et s'est rendue dans la région frontalière du Sud accompagnée de l'émissaire américaine pour le Proche-Orient, Morgan Ortagus. Le Liban et Israël ont eu de premières discussions directes depuis des décennies qualifiées de positives côté libanais, mais Israël a de nouveau bombardé jeudi le sud du Liban.